Alors, bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois. Donc, on va s'intéresser dans cette séquence-là à la partie, ou bien au chapitre intitulé Radioactivité et substances radioactives. Alors, c'est un résumé, ce n'est pas un cours, comme vous le savez très bien. Nous avons une première partie, un premier axe, qui est exclusivement un rappel des différentes notions que vous avez vues dans votre cours de physique en étudiant l'énergie nucléaire. Alors, bien sûr, à commencer par la notion d'atome, avec le nombre de charges et le nombre de masses, vous savez ça. Bien sûr, avec la radioactivité, et sa définition, c'est quoi la radioactivité? C'est la désintégration que subit un atome radioactif, c'est-à-dire elle cherche, c'est un atome qui est instable, elle va chercher de la stabilité. Les types de rayonnement qui émanent de la radioactivité, de rayonnement, vous le savez, alpha, bêta plus, bêta moins, et puis gamma. Et bien sûr, même la quantité d'énergie stockée par chacun de ces rayonnements. Alpha, bêta et puis gamma. On peut se protéger contre alpha par un papier, contre bêta grâce à un papier aluminium, et gamma, il faut un mur en béton ou bien du plomb pour être protégé contre ce genre de rayonnement. Bien sûr, il y a la notion de la fission, et bien sûr de la fusion nucléaire, vous l'avez étudié. J'ai énuméré seulement la partie rappel, voire votre cours de physique, la fission-fusion, des intégrations, donc radioactivité, puis la désintégration est spontanée, la désintégration. La famille radioactive, par exemple la famille du uranium, c'est l'ensemble des atomes qui sont produits par les intégrations de l'uranium radioactive. La réaction en chaîne dans un réacteur, la réaction en chaîne, et puis le T1 demi, donc c'est le demi-vie. Donc tout ça, c'est des notions que vous êtes censés avoir en tête à travers votre cours d'essai, plutôt de physique. Ce qui va nous intéresser le plus maintenant, ce sont les domaines d'application. Les domaines d'application des substances radioactives. Alors, les domaines d'application des substances radioactives, on va les énumérer de la sorte. Bien sûr, le premier domaine, on vient de le voir dans les alternatives, c'est le domaine énergétique. Donc, ça, centrale nucléaire pour produire l'énergie électrique. Donc, je viens de l'expliquer dans la séquence précédente. Nous avons le réacteur avec les barres de contrôle. Là, il va y avoir de la fission. Puis là, nous avons un réservoir d'eau. Là, c'est l'eau à l'état liquide. Là, c'est la vapeur. Donc, suite à la fission, le rayonnement gamma va dégager une chaleur qui est capable de transformer l'eau de son état liquide à son état de vapeur. La vapeur elle va être acheminée pour faire tourner des turbines. Ces turbines-là, elles sont associées à un générateur. Et puis, bien sûr, à ce niveau-là, on a une tour de refroidissement pour transformer l'eau encore à l'état liquide et faire le cycle, et donc avoir l'énergie
à partir de ce générateur. Donc c'est un schéma trop simplifié pour juste vous rappeler l'idée comment produire l'énergie électrique à partir des substances radioactives. Et bien sûr là, on va mettre de l'uranium, bien l'iode, donc radioactif, et donc il va y avoir une fission avec un projectile, et vous connaissez les détails. Un deuxième domaine, c'est le domaine médical. Le domaine médical. Les substances radioactives, on peut utiliser dans le domaine médical pour faire un diagnostic de maladie. Diagnostic. Ce qu'on appelle les scintigraphies. Mais aussi pour traiter. Donc on parle de la thérapie. Et notamment la radiothérapie. Aussi pour stériliser le matériel, stérilisation, pansement, seringue, etc. Donc c'est pour la stérilisation et donc les substances radioactives rendent un grand service dans le domaine médical. Aussi dans le domaine agroalimentaire, le domaine agroalimentaire. Donc, dans ce domaine agroalimentaire, on parle de l'irradiation ou ionisation des aliments. Donc, c'est un moyen pour tuer tous les spores, tous les germes qui peuvent exister sur un aliment, et ça, c'est pour l'objectif, c'est prolonger ou bien conserver, assurer la conservation des aliments. Conservation des aliments. C'est une pratique dans les grandes surfaces pour prolonger davantage la date de péremption d'un produit alimentaire grâce à son irradiation, parce qu'en ionisant un produit alimentaire, donc on tue les germes et on tue les spores de champignons, et ce sont ces micro-organismes qui vont dénaturer et dégrader la qualité d'un aliment. Donc on fait appel à l'ionisation comme moyen de conservation. Vous allez vous dire, est-ce que cela n'a pas d'impact? Bien sûr, il y aura un impact, c'est sûr, mais c'est une pratique qui est faite malheureusement, et l'information ne passe pas au consommateur. Dans le domaine, toujours agroalimentaire, dans le domaine de l'agriculture, on peut développer des variétés résistantes à un ravageur, un insecte ravageur. Donc, on peut dire que c'est la mutation qui va donner des OGM. OGM, c'est-à-dire organismes génétiquement modifiés, et on est dans le domaine agricole. Un autre domaine, désolé pour la gestion d'espace, c'est le domaine scientifique, de la recherche scientifique. Alors, lorsqu'on parle de la recherche scientifique, on va donner plusieurs exemples, et je commence par l'exemple que vous savez. Donc, on utilise les substances radioactives comme traceurs. Donc, ce qu'on appelle le marquage radioactif. L'expérience de Taylor, comme exemple. Le devenir de l'acide pelvique dans la mitochondrie. Donc, pour tracer, pour suivre l'évolution ou bien le devenir d'un composé quelconque à l'intérieur de l'organisme, à l'intérieur de la cellule, on fait appel au marquage radioactif, ou bien pour démontrer l'intermédiaire entre ADN et puis
la synthèse des protéines au niveau du cytoplasme, pour dire que l'ARN est produit au niveau du noyau, puis il quitte vers le cytoplasme. C'est grâce à ces techniques de marquage. Il y a aussi la datation absolue. Donc, en géologie, on a besoin de datation absolue et substance radioactive. Grâce à l'étude le terrain de vie, on peut déterminer l'âge d'un crâne, bien fossile, ou encore des roches étudiées. On peut aussi utiliser les substances radioactives pour doser des éléments chimiques dont la concentration est très très faible. Par exemple, hormones dans le sang. Exemple, hormones dans le sang. Donc là, c'est des avantages qui permettent, ou bien qui illustrent les domaines dans lesquels on peut appliquer l'énergie nucléaire. Je vais effacer cette partie rappel pour rajouter un autre domaine et finir avec le domaine d'application. L'autre domaine, c'est la conservation des objets fragiles. Des objets fragiles. Par exemple, dans les musées, on peut trouver des objets de grande qualité historique, mais qui sont très fragiles, donc on peut les traiter avec des substances radioactives pour les consolider davantage. Dans le domaine de l'artisanat. Et là, je donne un exemple pur au Maroc. Donc, consolider les tagines avec du plomb. هذوك الطاجين كيبري سي داروا له رصاص باش ما يتهرش بسهوله. Donc, mais c'est une substance radioactive qui a consolidé le tagine. Voilà. Donc, ce sont les 5 domaines, en gros, qu'il faut avoir en tête, avec des exemples concrets d'application et d'utilisation des substances radioactives. La conservation des objets fragiles, le domaine énergétique, le domaine médical avec ses aspects, le domaine agroalimentaire et puis le domaine scientifique. Quel que soit le type de domaine, le problème, c'est qu'on va générer des déchets. Et là, c'est un autre problème avec le nucléaire. Donc, comment se débarrasser des déchets, ça c'est assez le problème avec l'utilisation des substances radioactives, quel que soit le domaine dans lequel ont été utilisées. Et donc, pour se débarrasser des déchets, donc il faut les mettre dans des conteneurs spéciaux pour éviter que la désintégration qui va continuer soit dans le milieu naturel. Parce que ça va toucher bien sûr l'état de santé des humains, mais aussi de tous les êtres vivants, parce que tous les êtres vivants sont sensibles aux rayonnements, notamment les rayonnements gamma, qui sont très néfastes et qui peuvent créer des mutations.
Donc, il y a la problématique des déchets nucléaires. La problématique des déchets nucléaires. Ces déchets sont toujours radioactifs. Donc, il ne faut pas les rejeter directement. Donc, les milieux naturels, il faut impérativement qu'ils soient stockés dans des conteneurs spéciaux. Des conteneurs spéciaux qui ont été fabriqués uniquement pour y stocker les déchets nucléaires et les mettre dans des lieux de stockage jusqu'à ce que, il faut attendre jusqu'à ce que leur radioactivité soit faible ou très faible. Chose qui n'est pas évidente parce que, vous savez, les T1,5, c'est lent et donc c'est difficile d'attendre que cette radioactivité soit. Mais on n'a pas le choix. Sinon, c'est pourquoi les enfouissements sous-sol sont les plus pratiqués. Bien qu'il y a un risque, si jamais il y a une catastrophe naturelle, comme le séisme de Fukushima au Japon, donc ce que nous avons enfoui sur le sol, bien que dans des conteneurs spéciaux, donc il risque d'exploser et ça va donner des conséquences dramatiques. Alors, le deuxième point, je vois les types de déchets. Les types de déchets nucléaires. Alors, pour vous faciliter la maîtrise de ces types de déchets, je vais tracer un petit tableau à deux entrées. Voilà. Et voilà. Pourquoi j'ai tracé ce tableau? C'est pour vous expliquer et vous donner comment vous allez retenir les types de déchets. Donc, sur cette ligne-là, on va mettre le niveau d'activité. Et ici, la durée de vie. Le niveau d'activité d'un déchet nucléaire, elle peut être faible, elle peut être moyen, comme elle peut être élevée. La durée de vie, elle peut être courte, comme elle peut être longue. C'est bon? Est-ce que vous avez compris quels sont les critères que nous avons retenus pour classer les déchets nucléaires? Il y a le niveau d'activité qui peut être faible, moyen, élevé, et il y a la durée de vie qui peut être courte, encore longue. Lorsque le niveau d'activité est faible et la durée de vie est courte, le déchet est qualifié de type A. Et lorsqu'il est moyen, aussi c'est A, parce que c'est la durée qui compte. Mais lorsque la durée de vie, plutôt l'activité est faible, alors que la durée est longue, le déchet est qualifié de type B.
Pour moyen, la même chose. Donc vous pouvez voir et constater déjà que lorsque le niveau d'activité est faible à moyen, on tranche entre les types de déchets en fonction de la durée de vie. C'est les courtes, c'est les déchets de type A, et lorsqu'il est lent, c'est un déchet de type B. Pour le reste, maintenant à ce niveau, il y aura le niveau élevé. Donc, lorsque le niveau d'activité est élevé, peu importe la durée de vie, que ce soit courte ou longue, le déchet est dit de type C. Donc, pour A et B, on les distingue par la durée de vie. Pour C, donc c'est par le niveau d'activité. Donc, il y a trois types de déchets, des déchets de type A, de type B, puis de type C. Je répète une dernière fois, pour dire un déchet de type A, son activité doit être faible ou moyenne, mais la durée de vie doit être courte. Quand est-ce qu'on va le qualifier B? La durée est faible ou moyenne, mais une longue durée de vie. Pour un déchet de type C, peu importe la durée de vie, courte ou longue, mais l'activité est élevée, donc c'est un déchet redoutable et de type C. En plus de ces ces trois A, B, C, on rajoute le TFA. Je dois le mettre à gauche. TFA, ça veut dire très faiblement actif. Donc au total, on a 4 types de déchets. C'est le TFA, puis A, puis B, et enfin C. Ce sont ces 4-là, ces 4 types de déchets liquidés, bien sûr des déchets nucléaires. Donc là, il y a assez de problèmes. Comment se débarrasser de ces déchets? Donc il faut les mettre dans des conteneurs spéciaux en béton, en verre. Il y a différentes catégories de conteneurs. Et puis bien sûr le stockage, elle doit être fait dans des stations bien dédiées pour ça, ou bien un enfouissement en surface ou en profondeur, en fonction du site dans lequel on veut pratiquer ce genre de stockage pour se débarrasser des déchets nucléaires. Voilà, donc je pense qu'on a survolé l'essentiel de ce chapitre. Reste seulement à moi à dire, en ce qui concerne les unités, le Becquerel, vous l'avez étudié en physique, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Il y a aussi une autre unité, c'est le Gray. Donc, il y a le Becquerel, il y a le Gray, et il y a le Sievert. Becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Nombre de désintégrations par seconde. Le Gray, c'est la quantité d'énergie libérée. Je m'en fous du nombre de désintégrations, mais je m'intéresse à la quantité d'énergie libérée. Et le Sievert, je ne m'intéresse pas au nombre de désintégrations, non plus à la quantité d'énergie, mais l'impact que le rayonnement a sur la santé. Donc, le Sievert, c'est l'impact. Le Gray, ça c'est un A. Gray, c'est l'énergie. Et le Gray, c'est le nombre de désintégrations. Je vous donne un exemple pour conclure. On fait une analogie avec la boxe. Le Becquerel, c'est le nombre d'énergie qu'un boxeur donne à son adversaire. Ça, c'est le Becquerel. C'est le nombre de coups. Le Gray, je m'en fous du nombre de coups et je m'intéresse plutôt à l'énergie véhiculée par un coup. C'est la quantité d'énergie véhiculée dans le coup. C'est le Gray. Et le Sievert, je ne m'intéresse pas au nombre de coups, non plus à la quantité d'énergie véhiculée par un coup, mais plutôt à l'impact que le coup a provoqué chez l'adversaire. Voilà. Donc, juste pour vous donner une idée sur ces 3 unités qui mesurent chacune la radioactivité, mais selon un nombre d'attaques qui est spécial. Alors voilà, donc c'est ce qu'il faut avoir et c'est ce qu'il faut retenir dans ce chapitre-là. Si vous arrivez à mémoriser tout ça et à bien avoir en tête, ça m'étonnerait que vous allez trouver des difficultés à faire des exercices en relation avec cette partie du programme.
Voilà, donc je vous réitère mes souhaits d'encouragement et de persévérance dans ces quelques semaines qui restent. Et on se donne rendez-vous dans une dernière séquence qui va être dédiée à mesurer la qualité et la salubrité du milieu de vie. Bien sûr, les milieux de vie, c'est l'air, c'est l'eau, c'est le sol. Donc on va voir quels sont les paramètres qu'on mesure pour juger la qualité de ces milieux de vie. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous à la prochaine.